Bonjour et bienvenue. Vous écoutez La Chronique des Volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois 2 jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau professionnel et féminin Et les filles c'est jeudi en Auvergne. Véronique est une femme brillante. Après une longue carrière chez Danone et un burn-out, elle a décidé de rentrer en Auvergne et de créer une maison d'hôtes, le manoir de la Manantie à Lezoux. Bien évidemment, cette activité a subi de plein fouet la crise sanitaire, mais Véronique ne s'est pas laissée abattre et a créé une activité d'accompagnement pour les femmes chefs d'entreprise. On écoute son histoire. Bonjour Véronique. Bonjour Emma. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Tu es une de nos plus fidèles depuis le début dans le réseau, donc je suis vraiment ravie de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Oui, alors moi je suis ravie bien sûr de pouvoir accorder un peu de temps ici pour partager mon expérience. Donc je suis Véronique, j'ai 53 ans, maman de 3 enfants et je suis donc revenue en Auvergne il y a maintenant 11 ans. Tu étais où avant ? Alors, j'ai fait une quinzaine d'années en région parisienne, mais auparavant, en fait, j'avais fait toutes mes études à Clermont-Ferrand, enfin mes études secondaires à partir de la terminale. Tu es originaire d'Auvergne ou pas du tout ? Pas du tout, je suis attachée de cœur à la région, puisque mon père était militaire et que donc je déménageais très très souvent. Et donc je suis arrivée moi à Clermont en terminale et c'est le seul endroit où j'avais un ancrage. Donc c'est ma région de cœur, voilà. C'est fou le nombre de filles du réseau et à Clermont qui ne sont pas auvergnates quand même. Je trouve ça fou. Finalement, on est une terre... Une belle terre d'accueil. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours professionnel, ton parcours étudiant ? Oui, alors mon parcours étudiant assez, j'allais dire, classique. J'étais bonne élève, voire même très bonne élève, donc sans difficulté. Donc comme je disais, je suis arrivée ici moi en terminale. Je suis passée par la case fac de médecine que je n'ai pas eue et donc après j'ai bifurqué sur des études de biologie pour terminer par... J'ai une maîtrise en physiologie cellulaire et puis un doctorat en sciences des aliments. C'est très très pointu. Tu voulais faire quoi ? Tu avais une idée de ce que tu voulais faire ? Alors, à la base, je voulais faire médecin. Et j'ai toujours été très intéressée en fait par la machinerie humaine, on va dire. Voilà, l'organisme, la façon dont ça fonctionne. Le bon fonctionnement, c'est pour ça que je suis très attachée aussi à tout ce qui est aliments, santé, bien-être. Voilà, l'être humain en tant qu'organisme bien organisé m'intéressait beaucoup. Donc voilà, c'est tout naturellement que je me suis orientée vers ces fonctions-là. Tu as fait quoi avec ce bagage ? J'étais plutôt, je suis toujours, il paraît, brillante et donc du coup j'ai été assez rapidement en cours de thèse en fait très visible avec beaucoup de publications, beaucoup de présentations sur des gros congrès et donc avant même de terminer ma thèse en fait Danone est venu me débaucher sur ma 2e année de thèse, donc vraiment en cours de parcours et m'offrait en fait un poste d'ingénieur dans leur centre de recherche, donc j'avais pas eu à chercher quoi que ce soit. J'ai été très attendue. Comment tu as vécu ça justement ? Est-ce que tu t'es sentie pousser des ailes justement ? Parce que c'est quand même chouette, Danone qui vient taper à ta porte. C'est ça, j'ai vraiment été très très touchée parce que je me rendais pas compte de la qualité de ce que je pouvais fournir en cours de thèse. Et en même temps, c'est vrai qu'il y avait j'avais un sujet qui était vraiment très bien. Voilà, mes présentations se passaient très bien. Donc, je pense que voilà, moi j'étais surtout flattée de me dire, j'ai pas besoin de chercher. J'ai un poste assuré à la fin de mes études. Ils sont prêts à m'attendre. Ils m'ont attendu quand même 1 an et demi, 2 ans. C'est fou. Et donc sur la confiance en soi, c'est top. Bah tu m'étonnes. Tu l'as rejoint à quel âge cette société ? Alors en fait, j'ai sur la fin de ma thèse, ça a été moi je fais pas les choses simplement en fait. Donc sur la fin de ma thèse,
J'ai été en temps partiel entre justement ma thèse, donc je faisais 2 activités, hein, c'était très dur, je faisais même 3 activités puisque j'étais enceinte en même temps. Et Dieu sait si c'est compliqué. Voilà, c'est ça. Donc j'étais entre Clermont-Ferrand et la région parisienne. J'étais en temps partiel, je faisais 2 jours d'un côté, 3 jours de l'autre. Je connaissais parfaitement bien la navette Air France. Donc de Clermont à Paris-Orly, et en même temps j'étais aussi embauchée pour du conseil sur une entreprise qui faisait du conseil aux entreprises en agroalimentaire sur le campus des CESO. Donc là on va bientôt parler de ton mari, tu l'as rencontré pendant tes études? Exactement, je l'ai rencontré pendant ma thèse en fait. Ce parcours chez Danone se passe comment? Est-ce que tu étais à l'aise? Est-ce que tu aimais ce que tu faisais? Alors j'ai adoré, donc j'y suis restée 15 ans hein, chez Danone. Donc j'ai démarré en fait dans la branche biscuits et j'ai assez rapidement en fait été positionnée sur beaucoup de programmes de recherche, donc en relation avec la Commission européenne. Donc vraiment des sujets d'envergure très très intéressants. Tourner autour de choses que j'aimais, tout ce qui est qualité des produits, tout ce qui est contaminants chimiques, tout ce qui est les encres sur nos emballages, enfin vraiment c'était très très en lien avec ce que j'aimais faire. Donc oui, j'ai adoré. Ouais, donc tu t'es éclatée complètement. Exactement, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu mettes un premier pied dans l'entrepreneuriat? Alors, à un moment donné, mon mari a souhaité en fait commencer à lui, de son côté, monter une boîte à côté de son activité de salarié. Et du coup, moi au départ, je trouvais que c'était sympa, mais c'était pas forcément quelque chose qui me tentait. Mais je suivais quand même de près cette activité-là parce que je suis curieuse de nature et que ça m'intéressait de voir comment fonctionnait l'entreprise. Sachant qu'on n'est ni l'un ni l'autre de famille d'entrepreneurs. C'est ce que j'allais te demander. Ton papa donc était militaire, mais Exactement. Sinon à côté il y avait... À côté personne. Des entrepreneurs, c'était plutôt mes grands-parents. Mon grand-père donc espagnol, puisque je suis à moitié espagnole et française. Mon grand-père espagnol était imprimeur, donc lui avait une entreprise d'imprimerie avec une petite partie de papeterie. Donc c'était le seul modèle d'entreprise que je pouvais connaître en fait. D'accord, ok. Donc tu secondes ton mari sur certaines parties de sa société. À ce moment-là, vous êtes toujours en région parisienne. Oui. Qu'est-ce qui se passe après ? Alors, je le seconde et je prends de plus en plus de missions en fait. Moi, j'aimais beaucoup tout ce qui était relations clients, tout ce qui était les activités de chef de projet, de la prospection, du suivi, et puis j'aime bien les chiffres et la relation avec le comptable. Donc, comme c'est un truc que apparemment peu de personnes aiment. Oui, c'est vrai. Moi, je trouvais ça super sympa et donc du coup, je trouvais que cette activité-là était top. Donc le mot entrepreneuriat commençait à prendre un peu de place dans ma tête et je me disais oui tiens pourquoi pas un jour, sachant que déjà dans mon activité en fait de salarié, à un moment donné je me suis retrouvée dans une équipe qui était plutôt une équipe support, et donc quand on est dans une équipe support on a une relation client-fournisseur puisqu'on est dans une équipe qui donne du service à des métiers. Et que donc on fonctionne un petit peu comme une entreprise, c'est-à-dire qu'il faut faire des appels à projets, il faut aller prospecter, il faut assurer un certain volant d'affaires, du suivi, etc. Et donc du coup c'était aussi un moyen de le faire sans la prise de risque d'un entrepreneur, hein, bien sûr, mais voilà, ça permet d'acquérir des mécanismes. Et par ailleurs, je voyais un peu comment ça se passait sur l'autre activité, sachant que j'ai testé un peu les différents types de formats. Portage salarial, facturation directe, e-commerce, tous ces sujets, formation aux outils numériques, donc c'était top, je m'éclatais. Jusqu'au moment où, maman de 3 enfants, à un moment donné, tu te rends compte quand même que le plafond de verre n'est pas très loin. Ouais. Et que je risquais de ne pas pouvoir faire ce que j'avais envie de faire, très clairement. Alors, moi, je suis plutôt quelqu'un de très dynamique, de très dans l'action. Je ne me suis pas rendu compte que je me cramais petit à petit. Et je ne me suis pas rendu compte que je faisais une dépression. Ah oui. Et qu'après la dépression, je faisais un burn-out. C'était des trucs absolument pas pour moi.
Même quand on m'a posé les mots, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas moi, c'est pas vrai, c'est pas, enfin, c'était pas concret, ça ne pouvait pas me correspondre dans mon mode de Ça fonctionnement. pouvait pas t'arriver. Ouais. Exactement. Donc, Sauf que si. Sauf que si. C'était très dur. Avant de ne plus avoir du tout d'énergie, j'ai pris la décision en fait de complètement changer, complètement lâcher et de faire un truc qui me plaise et qui me permette aussi, parce qu'on avait quand même, quand on a quitté la région Auvergne, on avait quand même l'ambition à un moment donné de revenir. Ouais. Et donc ce truc-là était un peu un fil conducteur, voilà, c'était un peu le rêve du coup de tous les Parisiens que nous n'étions pas forcément. Mais le fait de, à un moment donné, voilà, partir, vivre en province, tranquille. Et moi, je voulais qu'on puisse revenir en région Auvergne. Et dans le champ des possibles, il y avait le fait de créer une maison d'hôte. D'accord. Donc tout ça mis bout à bout. Le déclic, ça a quand même été que j'étais rassurée par le fait que je connaissais l'entreprise, parce que ça faisait déjà un moment que j'épaulais donc mon mari. Et en même temps que ce que je faisais ne m'intéressait plus, ne me nourrissait plus, voilà, me faisait me faner et m'éteindre petit à petit. Est-ce que à ce moment-là, ton mari était toujours salarié? Il faisait les deux ou il avait complètement bifurqué sur sa boîte? Alors, lui, il avait déjà complètement bifurqué sur sa boîte. Ça s'était pas très bien passé. Et donc, du coup, à cette époque-là, il avait lâché lui aussi de son côté. Donc nous, on est un peu warriors, c'est-à-dire que nous, à un moment donné, le confort du salaire et tout ça, c'est bien, mais voilà, on avait une quarantaine d'années. Ouais. La crise de la quarantaine, ouais. La prise de conscience du sens de la vie a fait que lui, voilà, un peu avant moi, un an avant moi à peu près, moi c'est vrai que j'avais besoin de maturer un peu le projet, même si j'ai pris la décision à peu près en même temps, j'avais quand même besoin de maturer le projet. De trouver l'endroit, voilà, donc ça prenait un petit peu plus de temps. Donc j'ai eu une dernière année en entreprise un peu compliquée avec du harcèlement, avec tout ce qu'on voit. Super. Tout ce qu'on voit, voilà, de pas terrible, mais je ne garde aucune rancœur vis-à-vis de l'entreprise. Hein. C'est les personnes qui, étaient sont là à ce en contact moment-là. avec nous et qui étaient là à ce moment-là, qui sont, voilà, Qui sont fautives, ouais. qui sont fautives, mais bon. Donc ce projet de maison d'hôte, comment ça a mûri dans ta tête? Donc j'imagine qu'il a fallu trouver le lieu en premier. Ça a pris combien de temps? Alors le projet a maturé à peu près pendant, j'allais dire, 2 années. On a commencé à chercher comment revenir ici. On a dû chercher sur 1 année à peu près l'endroit qui correspondait. Ton expérience de salarié dans des grandes entreprises comme ça, t'étais cadrée. J'étais en mode projet. Ouais. Voilà, j'étais en mode projet. Ça m'a d'ailleurs bien aidé. Hein, tout ce que j'avais déjà fait, toutes les formations que j'avais pu avoir m'ont beaucoup aidé, même après pour monter mes dossiers, pour aller présenter mes dossiers à la banque, pour avoir les subventions et tout. C'était hyper facile pour moi. J'ai eu aussi la chance de pouvoir remplacer des amis qui avaient créé des chambres d'hôtes en Bretagne. Et donc, plutôt que de fantasmer le métier, tu l'as vécu de l'intérieur. Exactement. C'est génial. Oui, ça c'est top. Quand mes parents étaient en activité, on recevait quand même toujours des gens de passage et tout ça. Donc l'accueil et tout, c'était quelque chose qui fait toujours partie de mon ADN. Donc j'avais pas peur, en fait. J'avais pas l'impression de prendre un risque énorme ni pour moi ni pour lui, de lui dire tu pars 15 jours et puis c'est bon, je vais gérer, t'inquiète pas. Voilà. Et du coup, ça m'a permis de voir voilà, le vrai métier de l'intérieur, les clients plus ou moins difficiles, les questions qu'il peut y avoir. Et je me suis dit, oui, c'est vraiment ça que je veux faire. En Auvergne, parce que mon objectif c'était aussi certes de me rapprocher, mais de faire découvrir la région qui est pas du tout connue en fait. En discutant avec plein de personnes, les gens me disaient ah ouais l'Auvergne, oui je vois bien, on traverse mais on s'arrête pas. Et oui c'est ça. On est un lieu de passage. Ouais. C'est ça, un lieu de passage. C'est Michelin, hein, c'est ça, oui, c'est Michelin. Voilà, bon. C'est le repère. Giscard, oui, c'est Giscard. C'est Vulcania, oui, c'est Vulcania. Mais mis à part ça, voilà, très peu connu. Par rapport à d'autres régions qui ont des atouts, pas toujours à la même hauteur. Enfin, je veux dire, je dis, les Auvergnats sont humbles, mais il faudrait qu'ils le soient un peu moins. Ouais, c'est sûr. Donc c'était aussi pour moi l'occasion de me dire, voilà, je vais aussi. Comme je m'en suis éloignée 15 ans, je sais aussi ce qui m'a manqué, donc je vais aussi pouvoir mieux communiquer sur les attentes quand on est en dehors de la région,
ce qui m'a manqué à moi, ce qui me fait plaisir à retrouver, etc. Donc c'était un peu tout ça mis bout à bout. Donc le projet prend forme, tu crées le manoir de la Mananti à Lezou. À Lezou. Et tu t'éclates. C'est ça. Pendant combien de temps alors? Ça fait combien de temps? Alors, la société a été créée en 2011. J'ai eu 2 ans de travaux, donc je savais que pendant 2 ans ça allait être un peu compliqué puisque 2 ans de travaux, donc pas de rentrée d'argent. Mais j'étais hyper motivée, donc je m'éclate jusque 2020. Et là, comme pour beaucoup d'entre vous, y a le Covid qui débarque et qui flingue tout, quoi. Et qui nous met à zéro. Alors, on ne l'avait pas senti venir. Hein. Alors, on avait quand même eu avant à subir des grèves en France, donc très mauvaise image pour l'étranger. Ouais. Des manifs, le Brexit, puisque moi j'ai quand même une clientèle étrangère assez importante, oui. Donc déjà ça nous avait un peu bousculé, on va dire. Ouais. Cependant, on n'était pas à l'arrêt comme là avec l'épisode Covid, où là, voilà, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec plus personne, les étrangers les réservations annulées. Qui annulaient. Le mois de mars de 2020, j'ai passé, je pense, tout le mois de mars à répondre au téléphone pour des gens qui annulaient leur séjour, quoi, très clairement. Comment tu l'as vécu, ça? Ça a dû être dur. Alors au début, je l'ai vécu en mode panique. Ouais. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et puis l'inconnu. Voilà, l'inconnu, puisque du coup, on n'avait pas de visibilité sur combien de temps ça allait durer. Alors, encore une fois, moi, mon tempérament, c'est battant. Donc, c'est essayer de voir par où on sort pour pouvoir... Voilà, quand même maintenir à flot. Moi, j'ai quand même une SARL, donc je peux pas du jour au lendemain me dire c'est pas grave. Oui, t'as des charges qui courent quand même. Fixes, il y a quand même, c'est quand même une grande maison, donc voilà, c'était aussi de trouver d'autres stratégies. Moi, je suis à la base une scientifique, donc déjà sur mes premières années d'activité, j'ai toujours été à créer d'autres trucs. C'est-à-dire, je me suis toujours dit que la maison d'hôte, ce serait pas qu'un lieu d'hébergement, qu'il fallait que je fasse d'autres choses pour m'amuser avant tout, pour pouvoir... moi, j'aime bien expérimenter. Donc, expérimenter des concepts, des journées à thème, des week-ends, des activités diverses et variées. Tu avais fait ton statut en fonction, justement. Et exactement. Tu t'étais pas rangé que dans une case. Non. Quand j'ai créé les statuts de la société, j'ai créé pour être suffisamment large pour pouvoir faire plein de choses. Et toujours me laisser des portes de sortie ou en tout cas des plans B, C, au cas où un Covid nous tomberait sur le nez. Au cas où, alors un Covid ou alors au cas où je m'embêterais parce que j'aime bien faire plein de choses. Je suis quand même plutôt multi-active pour pas m'embêter, pour pas m'ennuyer. Et effectivement, ça me permettait aussi de faire d'autres choses si l'activité principale était bloquée. Et c'est ce qui s'est passé en 2020. Ça. Exactement. Alors, comment tu as rebondi? Quand tu as vu que ça redémarrait pas, ça a mis combien de temps pour que tu te dises ça redémarre pas, il faut que je fasse quelque chose? Bon, mars, j'étais le nez dans le guidon à gérer les annulations, les bons de machin et tout ça. Mais dès le mois d'avril, je me suis dit, de toute façon, même si ça redémarre, il faudra trouver comment compenser. Donc assez rapidement, en fait. Assez rapidement, je me suis dit, sur les autres activités possibles, qu'est-ce que je peux réactiver qui me permettrait justement de compenser le manque à gagner. Très clairement. Et qu'est-ce que tu as créé du coup? Et donc du coup, j'ai réactivé une activité d'accompagnement à la création d'entreprise que je faisais en fait depuis le départ. Depuis toujours, oui. Depuis que je suis sur cette activité d'entrepreneur. Et donc du coup, c'était assez facile de me lancer sur ça. Pour que ce soit plus visible, j'ai créé un deuxième compte Instagram, puisque j'en avais déjà un pour la maison, pour pouvoir vraiment dissocier cette activité-là et puis rendre plus visible cette activité-là. Comment tu l'as appelé? Alors, il s'appelle véronique.lance-toi. Mon mot d'ordre, c'est quand même celui-là, c'est-à-dire qu'il faut se lancer. On a tous des questions, moi j'en ai encore aujourd'hui, même sur l'activité de maison d'hôte, la preuve. C'est pas parce que ça fait 10 ans que tu es dans un truc que ça tourne. Oui, tous les jours, il y a des nouvelles questions parce que
tous les jours il y a une nouvelle marche à franchir et qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas dans un mode pantoufle, voilà, ça tombe tout seul, ça arrive tout seul. Il y a tous les jours des nouveaux clients à aller chercher, des clients à garder surtout. Des clients à fidéliser, des nouvelles idées, des nouveaux concepts, de la concurrence, des nouveaux modes d'achat, de fonctionnement Oui, de il la faut se société. tenir au courant. Donc voilà, de il tout. faut, voilà, les questions elles seront toujours là, c'est normal et c'est, bon, je vais dire même que c'est ça. Pose pas de questions, c'est un peu dommage parce que du coup, Oui, tu restes dans ton tu restes dans ton truc dans et à un tes moment œillères, donné, ouais. ben voilà, le train continue d'avancer lui. Donc, Et toi, tu restes sur place. c'est ça. Donc moi, ma façon de fonctionner, c'était plutôt de me dire, ben voilà, c'est pas grave, il y a d'autres plans, faisons dans ce qui est possible d'autres activités que j'aime faire. Donc, C'est quel type de personnes que tu accompagnes aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt tourisme ou pas du tout? alors au début c'était plutôt tourisme, parce que justement Oui, dire, expérience, le oui. canal d'acquisition était plutôt tourisme. J'ai quand même eu quelques personnes qui étaient plus sur de l'activité autre, plutôt sur des activités digitales on va dire. Aujourd'hui c'est un petit peu tout. Aujourd'hui j'aime bien être plutôt sur des activités qui résonnent aussi avec Oui. ce que j'aime. Et oui. Aujourd'hui c'est plutôt des femmes. Alors c'est plutôt des femmes qui sont soit qui se sont arrêtées pour élever leurs enfants et qui veulent se remettre dans une activité et qui n'ont pas forcément envie de retourner sur le salariat, donc qui repartent d'une activité passion. Soit c'est des personnes qui se sont lancées, j'allais dire doucement, tranquillou, Et qui veulent mettre et qui veulent un peu mettre les bouchées doubles, en tout Ouais. cas pouvoir en vivre et en faire une vraie activité. Pas une activité annexe, quoi, une vraie activité qui va leur permettre d'en vivre bien, de pouvoir avoir des revenus corrects ou un niveau de revenu qui leur va bien. Ouais. Et puis ça peut être aussi des personnes qui sont dans une activité un peu pépère et qui veulent le faire autrement. Et là, pour le coup, même en tourisme, je me rends compte que j'ai des gens qui veulent passer sur un autre niveau de service, soit arriver sur du un peu plus premium ou, D'accord. et travailler plus la partie, on va dire, expérience client, parce que c'est quand même le mot à la mode. Et c'est vrai qu'en hôtellerie-restauration, on a vraiment, c'est au cœur de notre activité. Ah oui, en fait. carrément. Ouais. Et puis, j'ai aussi des personnes qui n'ont pas forcément besoin de moi sur leur cœur de métier, leur zone de génie, entre guillemets, et par contre, qui ont vraiment besoin de moi sur toute la partie administratif, gestion, toute la partie qui fait que ton entreprise est pérenne en fait. Ouais, développement. Donc, développement, faire de la planification. Alors bien sûr, le business plan, ça fait peur à tout le monde parce qu'on imagine qu'il n'y a que pour aller dans une banque qu'on fait un business plan, mais en fait un business plan c'est aussi un moyen de se projeter. C'est aussi un moyen de se dire, ben ça j'achète aujourd'hui ou j'achète un peu plus tard, je prends quelqu'un ou je prends personne, je fais de la presta ou pas. Donc tous ces aspects-là un peu plus d'administratif et de gestion financière de l'entreprise en fait. Et même, je vais dire, la partie purement relation avec le comptable, qui parfois, on en discutait ce matin, se limite à je te dépose une boîte de chaussures avec mes tous les factures tickets, en vrac ouais. et puis Et puis, débrouille-toi. ouais, je m'en vais, ouais. Et en fait, on peut faire des trucs top. Ah oui, On c'est peut sûr. vraiment optimiser, on peut vraiment... Surtout avec les outils digitaux d'aujourd'hui, c'est vrai Exactement. que c'est Et plus pour pareil. l'entreprise et pour l'entrepreneur, alors avec un grand E ou pas, mais c'est vraiment des outils qui aujourd'hui permettent d'avoir une entreprise florissante, un entrepreneur ou une entrepreneur épanouie, ou au contraire quelqu'un qui... moi j'entends encore des gens qui me disent ouah, c'est la fin du mois, il faut que je fasse mon bilan, j'en ai marre, machin. Ou à la fin de l'année, je sais pas où j'en étais, je sais pas si je suis rentable et je sais pas si demain je serai encore là. C'est dommage. Ah ouais, c'est sûr. Voilà, c'est dommage. Moi, quand j'accompagne quelqu'un, j'ai quand même une grande capacité de faire un peu le caméléon. J'arrive à facilement me projeter, me mettre dans l'activité de la personne, comprendre comment elle fonctionne. C'est quelque chose qui m'est facile. Donc quand j'accompagne quelqu'un, je suis un vrai, même si je suis pas associée, mais je suis un vrai partenaire, un vrai associé. J'ai vraiment à cœur que ça se passe bien. Bien sûr. J'essaye par tous les moyens. J'ai maintenant un bon réseau et je connais pas mal d'outils. Donc j'essaye aussi de faire en sorte que, voilà, par les personnes que je connais, ça puisse se faire et ça puisse se mettre, que les Que ça briques s'imbrique du tout puzzle bien, s'imbriquent ouais. facilement et c'est aussi
d'être facilitatrice par rapport au business pour que la personne se focalise sur ce qui lui fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, ton activité de la maison et ton activité de coaching, ça représente quel pourcentage? Aujourd'hui, c'est... Parce que bon, on n'est pas sorti du Covid, mais Non. il y a eu des vagues. Oui, on peut pas dire autrement. Il y a eu des vagues et donc tu as peut-être repris un peu de business du côté de la maison d'hôte. La partie maison d'hôte reste majoritaire de toute façon. Après, avant, on était sur du 10-15%, quand aujourd'hui, on va plutôt être sur du 25-30%. En coaching. Ouais, D'accord. ça. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui nous écoute en ce moment même et qui se pose plein de questions, qui a envie de se lancer? Alors, je lui dirais avant tout que se poser des questions, c'est bien. Que se poser des questions et en discuter avec quelqu'un qui est extérieur, c'est encore mieux parce que on enlève un peu tout le côté émotif. Que parfois les proches, alors les proches conjoints, famille ou les amis, on projette des peurs sur nous et que c'est pas toujours très très bon conseiller. C'est sûr. Qu'on sait en soi en fait très clairement ce qu'on a envie de faire et ce qu'on n'a pas envie de faire. Par contre, qu'on est souvent très influençable. Et que pouvoir en discuter avec quelqu'un de l'extérieur, c'est aussi un moyen de poser justement les choses qui nous font vibrer et de commencer à construire quelque chose. Donc se poser des questions, c'est bien. Après, trop réfléchir, c'est pas forcément très bien non plus. Ouais. Il faut réfléchir, mais il faut réfléchir efficace. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réfléchir pour se faire peur, il faut réfléchir pour construire quelque chose. Qu'il faut y aller pas à pas. Que personne n'a fait 1 million d'euros au bout de chiffre 3 d'affaires, ans. ouais, c'est clair. Voilà, qu'il faut savoir être patient, que être entrepreneur c'est un vrai marathon. Tout le monde le dit, mais c'est vraiment un marathon. Qu'il faut pas se cramer tout de suite et que du coup il faut vraiment préserver son énergie. Et je pense que pour préserver son énergie, il faut absolument s'entourer, ne pas rester seul. Partager, voilà, prendre les bonnes astuces à gauche et à droite, ne pas se comparer, on est chacun unique et on est chacune unique. Se lancer, et c'est pour ça que je le mets, c'est aussi un moyen de chaque jour avoir des petites victoires. Et en fait, on a besoin de ces petites victoires pour chaque jour se dire, ouais, ok, allez. Ça, je vous le dis, mais c'est pas facile même pour moi. Non, c'est pas facile, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, il faut pas se cramer. Enfin, voilà. Donc il faut vraiment à tout prix faire attention à soi en premier lieu, en premier lieu. Mais ne pas trop attendre. Voilà. Tu fais partie des premières femmes à être venues au réseau Et les filles c'est jeudi. Qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que 4 ans après, tu es toujours là et tu es toujours très active chez nous. Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, en premier lieu, ça m'a apporté ce que je n'ai pas trouvé au tout début quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire que j'étais seule. Voilà, c'est ce que je dis, il faut s'entourer. Moi, je quittais une entreprise où on était 600 sur un centre de recherche. Je me suis retrouvée à un moment donné avec mes 40 artisans à la maison. Ça me faisait quand même du monde, des échanges, de la discussion. Je me suis retrouvée ensuite avec mes clients avec qui j'échangeais, mais où je me suis rendu compte que échanger avec des pairs, c'était plus possible avec eux. Donc j'ai cherché par tous les moyens à avoir soit des associations professionnelles pour pouvoir échanger avec d'autres personnes qui faisaient des métiers comme les miens, soit d'autres types d'associations que je ne trouvais pas au début, pour pouvoir échanger sur plein d'autres choses en fait, pour pouvoir m'ouvrir à d'autres choses, pour pouvoir pas forcément justement être que la tête dans le guidon, mais voilà, discuter d'autres trucs pour la curiosité, pour du business ou pas, pour des amitiés, pour des partenariats. Donc c'est avant tout ça que ça m'a apporté, c'est me sortir la tête de mon entreprise pour respirer, quoi. Enfin, oui, c'est ça, vraiment une respiration. Aujourd'hui, ce que j'apprécie, c'est la diversité, très clairement. C'est de pouvoir continuer d'échanger, c'est de pouvoir alimenter ma curiosité. Et moi, ce que j'aime, c'est découvrir plein de parcours, des métiers, des activités. J'aime découvrir des jeunes qui se lancent avec des projets de dingue ou des projets simples mais qui sont tellement alignés avec les personnes que tu te dis ouais non mais attends, c'est normal qu'elles se lancent là-dedans, quoi, c'est pas possible, elles pouvaient pas faire autre chose que ça.
Il y a des personnes, limite, elles portent le truc sur leur front, front, tellement c'est flagrant. Et c'est, voilà, c'est ça. C'est tout simplement ça. Et en même temps, c'est tout ça, en fait. Donc, c'est ma respiration. Et j'espère que c'est la respiration de beaucoup de personnes, de se dire, on n'est pas esclave de nos activités. Il faut aussi avoir autre chose. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter ? La chose que j'ajouterais, donc au-delà de lance-toi, c'est vraiment de se faire confiance. Plus que n'importe qui d'autre, je pense qu'on a en nous, en fait, d'abord, on a en nous tous les éléments qui vont bien. Il faut parfois un peu creuser pour voir où ils sont. Mais on a en nous tous les éléments qui vont nous permettre de faire ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est indispensable, se faire confiance et se préserver. Ouais, se préserver, vraiment. Donc, le bien-être, voilà. Bien dans mon business, bien dans ma tête, bien dans mon corps. C'est les bien trois dans ma piliers, vie, ouais. voilà. Et du coup, tu es bien dans ta vie d'entrepreneur. C'est pour moi les 3 piliers. C'est-à-dire que si tu es à fond sur ton business, mais qu'à côté, tu te crames, tu t'abîmes, tu te nourris pas correctement, tu fais pas... alors, je ne vais pas te faire du sport toutes les semaines et tout ça, mais voilà, des activités qui te permettent de faire autre chose. C'est pour moi les 3 piliers indispensables. C'est primordial. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Véronique. Merci à toi, Emma. À bientôt. À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescestjeudi.com et sur les réseaux sociaux du même nom. À très vite!